Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Le jour où on va mourir, on va se dire, j'ai fait quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie que j'ai aimé ? Il y a un très beau proverbe au Mexique qui dit qu'au moment de notre mort, seuls compteront les pas de danse qu'on aura dansés. Et ben voilà, il y a des pas de danse qui s'appellent le théâtre aussi. Et mon invité du jour aura dansé pendant longtemps et danse encore. Quel plaisir de recevoir Catherine Marnas, directrice du Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine, le TNBA, et de l'École supérieure de théâtre associée au lieu. Catherine est metteuse en scène depuis plus de 30 ans. Elle a su se faire une place dans un milieu très masculin à force de persévérance et surtout animée par la passion qu'elle a pour le théâtre. Dans cet épisode, on parle de ses choix, parfois à vent contraire, de sa carrière, de ses engagements envers un théâtre accessible et surtout un engagement envers les femmes, de l'école évidemment, d'espoir, de la vie et de sa prochaine pièce, dernière en tant que directrice du lieu, Le Rouge et le Noir de Stendhal. Un épisode beau, poétique et plein de douceur, alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Hop là. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci de m'accueillir ici, au TNBA, dans votre bureau. Dans mon très beau bureau. Dans votre très beau bureau, exactement. On le décrira peut-être un petit peu. Oh, bon, on peut le décrire déjà, il y a des belles moulures, il y a une belle vue sur les platanes de la place. Exactement, et une belle bibliothèque, même si j'ai cru comprendre qu'elle se vidait petit à petit. Elle se vide, oui, j'ai commencé à faire des cartons, mais elle est impressionnante cette bibliothèque. Exactement. Et elle me suit partout. J'imagine. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, Catherine ? Oui, je suis Catherine Marnas et je suis metteuse en scène et également directrice du Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine et de son école de formation donc d'acteurs, le STBA. Ouais. Et on va évidemment revenir sur tout ça. Vous vouliez faire quoi quand vous étiez petite ? Alors quand j'étais petite, je pensais être institutrice. Je parle de ça vraiment toute petite enfance, je vais faire hurler, je pense, beaucoup de gens. J'adorais la grammaire depuis toute petite. Bon, j'ai appris à lire grâce à un grand-oncle qui s'occupait beaucoup de moi. J'ai appris à lire très, très petite puisque j'ai su lire à 4 ans. Et la langue m'a toujours passionnée. Et voir comment ça marchait, ce que c'était que cette combinaison qui fait qu'avec des lettres, on fait des mots, qu'avec des mots, on fait des phrases. Et que ça a du sens. Alors ça, c'était ma passion. Ouais. Donc je pensais être institutrice. Après, comme je suis d'un univers social issu de la petite paysannerie, mes grands-parents paternels et maternels étaient paysans en Ardèche, que mes parents, eux, sont venus vivre, quand ils se sont mariés, sont venus vivre à Lyon. Ils ont fait partie de cette grande migration que Jean Ferrat a magnifiquement chantée. J'étais l'aînée de d'abord de mes parents, mais aussi des enfants du frère de mon père et du côté maternel aussi. Donc j'étais, si vous voulez, la première. Et donc je me devais d'être la première. C'est-à-dire partout, que... tout le temps. Complètement. C'était l'époque où l'ascenseur social était très, très réel. C'est-à-dire que les parents et toute la famille consacraient beaucoup, beaucoup de temps, d'espoir pour que la génération suivante franchisse un cap. Donc, avec tant de gens qui m'aimaient, tant de gens qui attendaient, j'étais obligée d'être bonne élève. Donc, c'est ce que j'ai été. Ouais. Donc petit à petit, d'institutrice, le rêve qui a tourné autour de moi, c'était plutôt professeur, voire même professeur à l'université. Ouais. Et donc j'ai fait la fac, mais parallèlement, avant ça, il y a eu un gros accident de parcours, si on peut dire. C'est-à-dire qu'à 12 ans,
Alors que j'étais au lycée, j'avais une professeure de français que j'aimais énormément et qui, un jour en classe, a dit: écoutez, ne vous inquiétez pas, il y a des adultes qui sont là pendant le cours, mais ça n'est pas du tout pour vous. Les professeurs sont notés comme les élèves. Donc, ce sont des inspecteurs qui viennent voir si je fais bien mon travail, si tout va bien, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Et pendant ce cours-là, elle m'a fait passer au tableau. Mhm. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais d'une très grande timidité, Ouais. mais que j'aimais tellement ce professeur que je me suis défoncée. Mais vraiment, pour qu'elle ait une bonne note, je me disais, il faut vraiment qu'il voit que c'est la meilleure professeure du monde. Et donc, à la fin du cours, tout le monde est sorti, elle m'a retenue. Et elle m'a dit: je suis désolée Catherine, mais je vous ai raconté, à la classe, je vous ai raconté des mensonges. Ce n'étaient pas des inspecteurs, c'est un metteur en scène et son assistant qui cherchent un petit garçon pour jouer le rôle de Lorca, donc dans la Savetière prodigieuse. Mhm. J'étais pas un petit garçon, mais à l'époque, j'étais très très androgyne, avec le crâne quasiment rasé, enfin, cheveux très très courts. Et voilà comment j'ai découvert le théâtre. Ouais. Premier pas dans l'univers du théâtre alors. Et... Premier pas. Et alors, évidemment, vous imaginez bien par rapport à tout ce que je vous raconte sur l'expectative de ma famille, c'était pas vraiment leur bonheur. J'imagine. Et c'était moins par, comment dire, c'était par peur. Je les comprends. Ma mère avait une idée du théâtre. Elle me disait tout le temps, mais c'est pas pour nous. L'idée que, effectivement, il faut connaître des gens, il faut être dans un certain milieu dans lequel je n'étais pas du tout. Mais de ce fait-là, j'ai toujours, par goût aussi, hein, j'aimais bien les études. Et donc, j'ai poursuivi en parallèle l'université. Et puis, continuer le théâtre. Alors, ce qui était très drôle, c'est que c'était très caché d'un univers à l'autre. À l'université, je ne disais pas que je faisais du théâtre. Et au théâtre, je ne disais pas que j'étais à l'université. Ah ouais, pourquoi ? Ce sont des... Ça s'arrange, hein. Mais à l'époque, les universitaires étaient vus comme des intellos froids et à l'inverse, pour les intellos, les théâtreux, c'était un monde un peu superficiel, on va dire. Mais j'ai fait rejoindre les deux, évidemment. Ouais. Évidemment. Ouais. C'est-à-dire que petit à petit, j'ai fait donc 2 licences, puis DEA, et j'ai réussi à réunir les deux en faisant une thèse sur Antoine Vitesse, qui était à l'époque directeur du théâtre de Chaillot. Ouais. Donc, évidemment, j'apprenais. Je savais que c'était avec lui que je voulais apprendre mon métier de metteur en scène, de metteuse en scène, pardon. Et en même temps, j'étais un pied dans l'université. Cela dit, c'est le théâtre qui a gagné, parce que je n'ai jamais fini ma thèse. Ah oui, d'accord. Joli. Et alors, qu'est-ce qui vous a fait tenir dans l'idée de dire, tout le monde me dit, enfin tout le monde, je sais pas, mais beaucoup de personnes peuvent dire n'allez pas vers le théâtre, et au final vous y restez, une partie un peu cachée parce que vous ne le dites pas à l'université pour le coup, mais vous y restez, vous continuez, vous persistez, puis vous y allez vraiment. Je crois que je suis un peu têtue. Ouais. Mais je dis ça parce que c'est quelque chose que je dis souvent à mes élèves ici. C'est que quand on veut vraiment quelque chose, il faut le défendre. Parce que ça n'a pas été facile, inutile de vous le dire. Transfuge de classe, femme, à une époque où il y a eu, à part Mouchkine, qui Donc, je crois qu'il y a un entêtement quand il y a un but qui est tellement clair. C'est-à-dire que depuis petite, je vous ai raconté mon amour des mots, mon amour de la langue et mon amour des histoires. Et je savais que je voulais raconter des histoires. J'écrivais des petites choses comme font beaucoup d'enfants, je suppose. Et quand j'ai découvert le théâtre, j'ai découvert que cette manière de raconter des histoires, elle pouvait se faire non pas de manière solitaire, comme l'est l'écriture,
mais collectivement et en plus en engageant des corps, des voix. Et ça, j'ai trouvé ça mais absolument magique. Donc cette magie m'a tenue. C'est-à-dire que je ne crois pas avoir été carriériste, bien qu'effectivement j'arrive à une position tout à fait enviable pour une femme de ma génération, je le répète. Mais par contre, terriblement têtue et tenace sur le fait que je voulais faire ça. Je me souviens, quand j'avais 18 ans, il y a un ami qui m'a dit « Tu veux faire quoi plus tard ?» Et je lui ai dit « Metteuse en scène ». Il me dit « Bah voyons ». Et j'ai dit « Je ne te dis pas que je serai une grande metteuse en scène ou une metteuse en scène connue, mais je serai metteuse en scène. » C'est génial. C'est génial. Pendant une dizaine d'années à peu près, vous êtes formé donc auprès d'Antoine Vitez et de Georges Lavaudan. Oui, deux grands maîtres. Exactement. Est-ce qu'à ce moment-là, vous aussi vous montez sur scène ou enfin peut-être nous expliquer le métier de metteuse en scène pour le coup dans ce cas-là, en quoi ça consiste d'être, et je dis bien metteuse en scène. Oui, merci. Ce qui est drôle, c'est que le travail du metteur en scène ne se voit pas. Mhm. Ah, ou alors, pour les gens qui connaissent, qui savent, etc. Mais moi, j'ai commencé par le jeu, comme je vous l'ai dit. Ouais. Puis après, j'ai continué sur le jeu parce que je savais que je voulais faire de la mise en scène, mais il n'existait pas d'école en France. Mhm. Maintenant, ça existe, mais ça n'existait pas. Donc, la meilleure façon d'appréhender le plateau, c'était de le pratiquer. Et ensuite, donc, par l'assistanat, comme je vous l'ai dit, avec Antoine Vitez. Après avoir travaillé avec Antoine Vitez, j'ai monté ma compagnie. C'est-à-dire qu'entre Vitez et Lavaudan, j'ai fondé ma compagnie, fait mon premier spectacle. Mhm. Ce qui fait qu'ensuite, quand je travaillais avec Lavaudan, j'alternais entre mes créations et l'assistanat. Et donc, la mise en scène, ça consiste simplement déjà à choisir un texte ou un thème, parce que quelquefois, il y a des spectacles sans texte. Choisir les comédiens. Savoir transmettre, qu'est-ce qu'on a envie de raconter avec ça, puisque mettre en scène, c'est forcément une vision spéciale du texte qu'on est en train de travailler. Par exemple, là, je suis en train de mettre en scène Le Rouge et le Noir de Stendhal. Il est bien évident que je n'ai pas du tout la prétention de rendre compte du rouge et du noir. On y serait pendant plusieurs jours. Donc forcément, il y a déjà dans le travail de préparation, moi ça fait 3 ans par exemple que je travaille sur l'adaptation. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ressortir ? Qu'est-ce qui m'a intéressé dans Le Rouge et le Noir ? Si vous, quelques années après, vous fermez les yeux, vous dites qu'est-ce qu'il m'en reste et qu'est-ce qui m'intéresse. Donc en l'occurrence, moi c'était le côté transfuge de classe de Julien, un des premiers comme ça dans la littérature qui a cette anxiété d'arriver. Ouais. Et puis ces notions d'amour qui sont effectivement incroyables. Stendhal a beaucoup écrit sur l'amour, c'était un sujet qui le préoccupait. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est ok, on fait l'adaptation, ensuite on se retrouve avec les comédiens à la table, on appelle ça à la table. C'est pour ça que nous avons une grande table alors là. Vous avez vu. Et là, on y fait de la dramaturgie, c'est-à-dire que le metteur en scène parle de sa vision du spectacle, etc. Ensuite, on analyse le texte, on le décortique, et puis après, petit à petit, on passe au plateau, sachant que le metteur en scène a choisi le scénographe et donc le décor, que petit à petit se travaille le son et la lumière, là, en l'occurrence, la vidéo aussi, tout en répétant. Alors, c'est un drôle de mot, répéter. En français, on dit répéter. On passe en moyenne 2 mois, 2 mois et demi, non pas à répéter, mais à essayer. Parce que si on répétait, ça voudrait dire que c'est fini depuis le premier jour, ce qui est loin d'être le cas. En espagnol, d'ailleurs, on dit ensayar, essayer. Ouais. Voilà en quoi consiste ce travail-là. Alors, il y a des metteurs en scène qui ont des spécialités différentes. Moi, je sais que, par exemple, je suis une grande fan des acteurs et de la direction d'acteurs. Georges Lavaudan, dont on parlait juste avant et qui vient de faire un stage là avec nos élèves à l'école,
Lui, c'est un poète de la scène, c'est-à-dire que c'est les ambiances, c'est des atmosphères qui l'intéressent plus que de décortiquer chaque phrase avec les acteurs. Ouais. Vous apprenez quoi pendant 10 ans à leur côté? Parce que c'est 2 metteurs en scène du théâtre contemporain. Oui, alors, Vitesse, vraiment, j'allais dire, c'est le père Ouais. en théâtre. Bon, il se trouve qu'il avait exactement l'âge de mon père, mais moi près. Hein. Génial. Mais c'était surtout quelqu'un qui aimait le rôle de maître. Il disait que c'était un rôle d'humilité, Mhm. ce que je trouve formidable. C'est-à-dire que l'idée de transmettre est une idée généreuse. Mhm. Et donc, il a eu cette générosité, quand il faisait sa mise en scène, de me montrer tout le temps, sans le dire, comment il faisait de la mise en scène, par où ça passait. Mhm. Par exemple, une grande leçon que je retiens tout le temps, c'est, je le voyais formuler une explication, par exemple, à un acteur. Il voyait que ça ne répondait pas beaucoup. Et mine de rien, il proposait il passait par une autre voie. Et il disait, il faut toujours achever par une troisième. Et voilà, c'est des trucs comme ça. Bon, il m'a appris des choses plus subtiles que celle-ci, mais Qui est très utile quand même. mais ça, c'était très utile. Ouais. Et par contre, donc, comme je vous l'ai dit, après, je me suis sentie une grande fille, Mhm. capable de voler de mes propres ailes. Donc, Ouais. j'ai monté mon D'où la premier création. spectacle, Mhm. Rashomon. Et comme tout premier spectacle, alors ça a super bien marché, mais comme tout premier spectacle, ça vous laisse sur la paille. Mhm. Et sur ces entrefaites, Georges Lavaudan venait de Grenoble, il passait à Lyon, au TNP. Mhm. Et il travaillait avec Bulogier, où il y avait un grand monologue où Bull a éprouvé le besoin d'avoir de la direction d'acteur, justement. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont fait appel à moi. Et donc, on a eu, j'allais dire, un partenariat où, comme je vous le dis, je faisais mes spectacles de temps en temps. Mais on a quand même fait 12 spectacles ensemble. Et ce que j'ai appris vraiment de lui, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire cette espèce de, comment dire, avec Vitesse, j'étais sur l'acteur, le décortiquage du texte, le sens. Avec Lavaudan, j'étais à côté d'un poète de la scène qui maniait le son, la lumière de manière absolument magnifique. Vitesse, par exemple, vous lui parliez d'un projecteur, il ne savait pas du tout ce que c'était, il savait quelle ambiance il voulait, alors que Lavaudan, lui, c'est quelqu'un qui connaît très très bien la lumière. Ouais. Il a fait d'ailleurs des lumières pour mes spectacles de temps en temps. Génial. Pourquoi vous créez votre propre compagnie? Qu'est-ce qui vous anime là-dedans? Quelle est l'envie de ne pas rester assistante à la mise en scène, par exemple? Ah, mais ça, j'ai su dès le départ. Hein. C'est-à-dire que, comme je vous dis, à partir de Vitesse, j'ai monté ma compagnie Ouais, après. donc très rapidement. Donc très rapidement. Il y avait beaucoup de femmes à ce moment-là qui montaient des compagnies? Ah non. Ah non. Non, Ouais. comme je vous disais tout à l'heure. Et même le fait de monter des compagnies, il pouvait y en avoir, mais très peu connues. Ce qui était surtout grave, enfin en tout cas marquant, Ouais. c'est que tous les modèles étaient masculins. Mm. Je vous parle de Vitesse, je vous parle de Lavaudan, c'était Gruber, c'était Streller, c'était Cantor, c'était Ouais, que des hommes. que des hommes. Ouais. Et il y avait Ariane Mouchkine. Mais Mouchkine, elle était un peu à part, j'allais dire. Et puis alors pour moi, le grand bonheur, ça a été l'arrivée de Pina Bausch. Ouais. Pas seulement parce que c'était une femme, hein, mais découvrir ses spectacles, ça a été waouh. Et je pense que le fait qu'elle était une femme n'est pas étranger à ce qu'elle a développé. Mm. Absolument. Donc oui, par exemple, pour vous dire, quand j'ai monté mon premier spectacle, c'était en 86, Mhm. à la tête des CDN, c'est-à-dire des centres dramatiques comme celui-ci. Il y avait une femme dans le plus petit, à l'époque, centre dramatique qui était à Limoges, et elle était en binôme avec un homme. Ouais. Donc, Ça vous montre voyez ce que je veux dire. effectivement C'est-à-dire que si j'avais été carriériste, Ouais. je me serais dit, là, tu t'engages pas là, c'est sans Ça semble espoir. compliqué, ouais. C'est sans espoir. Ouais. Et donc l'envie de créer cette compagnie aussi pour créer, mettre en scène en tout cas vos propres spectacles. C'était vraiment Absolument, oui, être autonome et faire ses spectacles, etc. l'objectif. Ouais. Pour lequel
J'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de chance. Je me suis beaucoup battue aussi, hein, mais La chance m'arrive rarement toute seule. ouais. Non, mais je veux dire par là que je me suis entourée de gens, d'acteurs qui m'ont suivie, euh, que quand même j'avais été repérée par certaines personnes du temps où j'ai travaillé avec Lavaudan, donc il y a eu quand même des gens qui ont été attentifs à mon travail, Ouais. ce qui compte. Donc j'ai eu la chance d'avoir une compagnie qui s'est beaucoup développée Mhm. et qui, juste avant mon arrivée ici, était une compagnie vraiment très solide, qui tournait beaucoup, avec un budget conséquent, ça marchait très bien. Mhm. Et quand vous arrivez avec votre compagnie, c'est quoi la patte que vous voulez mettre? Est-ce Ici que... Alors pas forcément, non pas encore Non. ici, peut-être au début quand vous lancez votre compagnie et on va faire les premières années parce que vous avez été artiste associé à la Passerelle qui est une scène nationale de Gap et des Alpes du Sud pendant Oui. quasiment 20 ans, Ah quand même, oui. 18 ans. Ça, c'est une histoire incroyable. Hein. Ah bah allez-y. Mais non, parce que là, j'espère qu'il y aura des auditeurs qui sont des gens de théâtre et qui sont peut-être des jeunes compagnies qui galèrent pour trouver Ouais, des résidences. parce qu'il y en a. Hein. Et en général, quand on a une résidence, on dit bon, c'est pour 1 an, au mieux c'est pour 3 ans. Et puis après, il faut en chercher une autre, etc. Ouais. La rencontre avec le directeur du théâtre de la Passerelle, que j'ai envie de citer, qui s'appelle Pierre-André Rézeau, a été inouïe. C'est-à-dire, en tant que bon anarchiste, il n'a jamais signé de contrat avec moi. Mhm. Ok. 18 ans sans contrat, c'est pas 20 mal. ans 20 20 ans sans 20 ans contrat. sans contrat, ouais. Ouais. Enfin, sans contrat. Je veux dire, j'avais des contrats de travail, mais on n'a jamais dit, tiens, formellement, notre association durera tant de temps. Ouais, oui, oui. On s'est rien dit. On s'est dit, on voit. Année par année, année par année, ça s'est repoussé. Ça s'est plutôt bien passé donc. Ah oui, plutôt bien, on peut dire. Ouais. Et ce qui correspondait à quelque chose qui pour moi est important et qui répond à votre question. C'est-à-dire que, comme je vous ai raconté mon histoire, j'ai toujours eu envie que le théâtre soit partagé par le plus grand nombre. Mhm. Ce qu'on appelle la démocratisation culturelle, c'est-à-dire qu'effectivement, on se rend bien compte que dans le théâtre, il n'est pas toujours facile de pousser la porte. Que les gens qui ne l'ont jamais fait peuvent être intimidés ou peuvent simplement ne pas en avoir connaissance. Ouais. Et moi, je dis toujours, tout le monde ne doit pas aller au théâtre, mais tout le monde doit pouvoir y aller. Et de ce fait-là, ça a toujours été pour moi cette idée de transmission, cette idée d'ouverture. Elle a accompagné mes premiers pas. Dès mon premier spectacle, par exemple, je faisais des choses en lycée, vraiment le côté un peu missionnaire, on peut le dire, du théâtre. Et à Gap, ce qui est formidable, parce que là aussi, en termes de carrière, quand j'ai dit que j'allais comme artiste associé à Gap, à Paris, on m'a dit, enfin, mais t'as vu où c'est qu'est-ce que tu vas t'enfermer? Et à Gap, ce qui était formidable, c'est que on a formé un public. Comme c'était un théâtre relativement neuf, et dans une ville, le théâtre est surdimensionné par rapport à la ville toute seule. Heureusement, ça draine à côté. Ouais. Mais par exemple, les plus grands metteurs en scène, avant que j'arrive, faisaient 150 spectateurs dans la salle. Quand je suis partie, j'en faisais 1500. C'est-à-dire, mais c'est pas du miracle, c'est le fait de travailler, c'est le fait de faire des ateliers, c'est le fait de se rencontrer, c'est le fait de parler avec le public. À la fin, j'avais l'impression de connaître tout le monde, quoi, de saluer tout le monde. Et ça, c'est des relations uniques. Parce que c'est des relations qui ne sont pas du tout superficielles. Ouais. Les gens que je pouvais rencontrer pouvaient me dire ah ben non, là je te suis pas, pourquoi tu as fait ce spectacle, je comprends pas. C'était un vrai dialogue. Et comment on garde à la fois l'envie, la passion, l'espoir aussi quand on commence avec 150 en tout cas, et pour faire x10 pour le coup, qu'est-ce qui se passe dans votre tête en disant d'année en année, alors peut-être que vous gagnez 10% à chaque fois, je ne sais pas, 20, 50, et vous gardez cette envie, parce que ça demande du temps, ça demande de l'énergie, et comme je disais, de l'espoir aussi au final. Comment on fait? Mais ce qui tient, c'est le spectacle. Ouais. Si on faisait ça, vous comprenez ce que je veux dire? Si on faisait que dire je partage, mais qu'est-ce qu'on partage? Donc c'est partager sa passion en fait. Ouais. Donc c'est, quand on monte un spectacle, vous le savez bien, c'est
plus rien ne compte au monde. C'était l'impression que c'est la chose, même si rationnellement, on sait bien que le monde tourne sans nous, le Covid nous l'a prouvé. Même parfois mieux sans nous, mais... Mais évidemment, c'est ce désir fou de partager quelque chose qui est une vraie passion. Ouais, ok. Est-ce que je vais trop vite si je vais déjà sur Bordeaux? Pas du tout. Ça va, c'est bon. En 2013 et donc début 2014, en 2013, vous êtes nommée directrice du TNBA et aussi de l'école, évidemment. On y reviendra. Et 1er janvier 2014, donc il y a bientôt 10 ans, vous arrivez ici. Pourquoi accepter? Pourquoi venir ici, de l'autre côté de la France? Alors, j'ai eu une histoire malheureuse à Marseille Mhm. et bon, à la suite de ça, on m'a construit un théâtre à la friche, mais il y avait des... Enfin bref, je vais aller vite. Par contre, indiscutablement, ce qui m'a attiré ici, c'est l'école. Ouais. C'est-à-dire que moi, je fais de la transmission depuis, comme je vous l'ai dit, depuis le début, Mhm. que je pense que je suis assez repérée comme formatrice d'acteurs. J'ai été prof au Conservatoire de Paris, Ouais. à l'ERAC, Qui est à l'école l'Académie régionale de d'acteurs de Cannes. Pékin, Ouais. à Mexico. Ouais, on reviendra aussi sur cette partie internationale. C'est mon péché mignon, j'allais dire, parce que c'est ce qui me passionne. Ouais. Donc, être responsable d'une école, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup en me disant, bah là, vraiment, c'est formidable. Et en plus, une école, non pas coupée d'un théâtre, mais à l'intérieur d'un théâtre, ce qui est rare, hein. Hmm. Il n'y en a que 5 en France, ou 6 peut-être, mais pas plus. Ouais. Donc, c'est l'idée de renouer avec quelque chose qui est presque comme les rêves des pionniers, c'est d'avoir une jeune troupe à l'intérieur d'une institution, c'est-à-dire à la fois voir les prémices, interroger le théâtre de demain, et tout en étant en contact avec les choses les plus confirmées qui peuvent passer ici. Ouais. Ouais. Donc vous acceptez donc en partie pour l'école. Est-ce qu'on peut peut-être présenter le théâtre dans lequel on est, nous dire quelques mots, TNBA? Et donc c'est la première fois que vous êtes directrice d'un théâtre, hein, Oui, si oui, je dis pas de absolument, oui, bêtises. oui. Sachant que des théâtres, des CDN, il y en a que 12 en France, c'est ça? Ou là je me trompe? Non, il y en a 37. Ah, je me trompe complètement alors. Mais c'est pas beaucoup hein, C'est par pas rapport beaucoup, ouais. aux centaines ou d'autres labels. Ouais. C'est très peu. Hmm. Et donc les centres dramatiques, ils ont une histoire très jolie. Hein. Faut le dire, c'est Jeanne Laurent, une femme, qui a eu l'idée de ça. Je pense que, enfin, c'est né du grand traumatisme de la guerre et du Conseil national de la résistance, Ouais. que nous avons tendance à un peu trop oublier, même si on le sort de temps en temps comme un épouvantail, alors que ça devrait être d'une vitalité absolue. C'est-à-dire que les gens, au pire moment de leur vie, Mhm. pendant la guerre, pas à la libération, pendant la guerre, rêvent d'un autre monde, rêvent d'un monde avec la sécurité sociale, rêvent d'un monde, bon, etc., etc. Parmi ces rêves, l'idée de rendre les œuvres de l'art accessibles à tous. C'est un beau rêve. C'est un beau rêve, non? Et comme auparavant, il y a eu quelques petites expériences, mais disons que globalement, il y avait des spectacles qui se créaient à Paris, Mhm. et puis qui après tournaient en province. Mhm. Et donc là, l'idée, c'était de dire que les créateurs devaient être au plus près, que ça se fasse avec eux, pour eux, en lien avec eux. Et donc, petit à petit, ce sont comme ça. Alors, c'est pas été les 38 d'un coup. Hein. Ça a été petit à petit, petit à petit. D'ailleurs, celui-ci est un des plus tardifs. Mhm. Donc, se sont créés ces lieux qui avaient une spécificité par rapport aux autres théâtres. C'est que c'était fait pour des troupes, en fait. C'était fait pour un metteur en scène, un créateur entouré d'acteurs. Mhm. C'était ça, à la base. Donc, la particularité incroyable qui est souvent discutée, remise en question, c'est que ces théâtres sont dirigés par des artistes. Ouais. Pourquoi c'est remis en question? Ah bah parce que vous savez bien qu'un artiste, il n'est pas fait pour ça, parce que simplement, je pense que c'est des places qui sont jalousées. Mhm. Donc,
qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Donc on est supposé ne pas être assez libre pour ça. Voilà. Ouais. Alors ce qui n'est pas complètement faux, c'est que c'est très lourd de continuer à créer tout en gérant une baraque. Un paquebot même, vous avez dit. Un paquebot, Ouais. oui. Je disais, je suis passée d'une goélette à un paquebot. Et alors, la gestion de ce paquebot parce que là, pour le coup, vous passez le relais. Je passe le relais, oui. Dans 2 mois et demi, à peu près. C'est ça. À une femme. Fin décembre à une femme, fierté, hein. Exactement, très chouette. Fierté, parce que c'est très rare, là aussi. C'est que la 2e fois dans l'histoire où une femme va succéder à une femme. Chouette. On reviendra sur cette importance, quand même, des femmes et même du genre. De manière générale, je crois que ça vous tient à cœur aussi. Et donc, comment se passe la gestion d'un théâtre pour le coup ? Comment vous prenez les rênes, si on peut dire, ou plutôt la gouvernail. barre, le gouvernail de ce paquebot ? Les CDN ne sont pas tous de taille équivalente. Celui-là, c'est un gros CDN. 3 salles, alors c'est un équipement magnifique, puisqu'il y a tous les formats pour tous les styles de spectacle. Ouais. La grande salle avec son plateau qui permet d'inviter vraiment des grands spectacles qui provoquent cette émotion de la masse. Il y a la salle Vitesse, qui est une salle moyenne. La salle Vautier, qui est une salle moyenne. Aussi, je suis surpris qu'il ait aussi son nom ici, mais pourquoi pas ? Non, si, mais Vitesse, c'est il y en a la une grande. autre. Ah, bah, très bien, oui, parfait, et c'est pas moi qui l'ai parfait. nommé, c'était comme ça quand je suis arrivée. Ah. Quel bonheur. Ah ouais, quelle belle boucle. Oui, non, Vautier, c'est la moyenne. Et puis, on a un petit studio de création qui a un très joli rapport scène-salle et qui permet aussi aux élèves de l'école de se frotter pour la première fois au public dans une proximité agréable, plus les locaux de l'école. Donc, c'est plutôt lourd. Ouais. Et je vous avoue que ça m'a beaucoup usée. C'est-à-dire que je crois que j'ai une vitalité et une énergie que jusqu'à présent, avant de rentrer ici, je me souviens, les acteurs me disaient toujours « Oh là là, mais il faut la calmer » parce qu'ils me trouvaient increvable. J'arrêtais jamais pour faire des pauses. Bon, là, je crois que l'institution m'aura quand même bien calmée parce que là, j'ai l'impression d'arriver à plat ventre. C'est lourd. Je suis contente du travail qui a été fait. Je trouve que les gens sont contents. Je pense que le CDN a changé. Enfin, voilà. Mais pas mécontente d'arrêter. Après le plat ventre, globalement, il reste plus grand-chose. Hein, donc... Se reposer avant de pouvoir. C'est ça. Parce que justement, est-ce que quand on est... parce que vous l'avez dit, c'est des artistes qui gèrent des CDN. Est-ce qu'on arrive à garder son œil d'artiste en dirigeant autant de choses ? Parce qu'au-delà du TNBA, il y a l'école, comme on le disait, qui peut être enfin, manager et être artiste, c'est 2 métiers. C'est 2 métiers, complètement. Et est-ce que justement l'artiste n'a pas besoin alors on y reviendra, peut-être que je m'enflamme déjà, mais n'a pas besoin de temps libre, de temps pour créer, pour imaginer, pour s'inspirer aussi, évidemment ? Si. Et c'est pour ça que je vous disais que là, je suis plutôt contente à l'idée d'arrêter, parce que je me dis, je vais à nouveau regarder les feuilles bouger. Non, ça a l'air de rien, mais je veux dire, un rythme sur un plateau, relire. J'ai commencé cet été à reprendre beaucoup la lecture, parce que là, j'ai l'impression, si vous voulez, de ne lire qu'utile. Ouais. Parce que quand je suis sur le rouge et le noir, je suis obligée de lire des dizaines de bouquins. Mais à côté, lire pour son propre plaisir, simplement des choses auxquelles on ne s'attend pas. Non, j'ai commencé cet été à renouer un petit peu avec tout ça. Mais je crois que j'ai fait une bêtise. C'est-à-dire que au début, je suis venue avec quelqu'un qui avait travaillé avec moi et puis qui a eu des problèmes de santé, qui était co-directeur. Et après, ça a été compliqué pour le remplacer. Je me suis dit, comment je remplace quelqu'un qui a travaillé avec moi pendant si longtemps ? C'est pas remplaçable, etc. Donc, je ne l'ai pas remplacé. Et ça, c'est une bêtise. Et je sais que la personne qui va me succéder arrive avec une co-directrice
Et vraiment, elle a complètement raison. Ouais. Mais vraiment complètement raison, parce que c'est une question de temps, comme vous le disiez. C'est-à-dire qu'on peut faire la différence entre ce qui est des rêves et ce qui est du domaine plus concret, pratique, juridique, tout ce que vous voulez. Mais par contre, le temps, ça c'est précieux. Là, par exemple, je souffre beaucoup en ce moment de ne pas avoir plus de temps en dehors de mes répètes. Ouais, cette notion de temps, intéressante. On va pas faire... non. J'allais partir sur ce que vous retenez de ces 10 ans, mais bon, c'est pas encore la fin, donc c'est un peu dommage. Mais est-ce qu'il y a, il y a quand même des moments marquants là, pendant vos 10 années passées ici? Moi, je parle beaucoup de ça, hein, comme je vous ai beaucoup parlé du rapport au public. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé le public très désagréable. Je venais de Marseille, où les gens se parlent, puis peut-être aussi, comme j'y étais depuis longtemps. Vous connaissiez tout le monde, donc forcément, le rapport Gap, était... où je connaissais tout le monde, et là, je me trouve avec des gens un peu snobs, un peu... qui regardaient un peu le monde de haut. Ouais. Et alors, petit à petit, les gens désagréables sont partis, d'autres sont venus, beaucoup plus agréables, beaucoup plus sympathiques. Et je crois que ce qui s'est créé petit à petit, de par ma personnalité aussi, hein, comme vous le voyez, je suis méditerranéenne, je parle avec les mains, je parle à tout le monde. Et ma présence ici, très forte, très très forte, c'est-à-dire que un artiste, il n'est pas obligé d'être tout le temps dans son théâtre. Moi, j'ai l'impression que j'y étais tout le temps. Et petit à petit, les liens sur la programmation, le fait d'en parler, le fait d'ouvrir, de faire beaucoup d'actions avec toute l'équipe. Ce qui s'est passé, c'est que là, quand je vais faire le marché, par exemple, je me fais arrêter tout le temps par des gens qui me disent « Ah, tel spectacle, c'était vachement bien, merci, etc. » Ça, c'est formidable. C'est beau, ouais. Pendant les 10 ans, vous avez aussi, vous l'avez mentionné tout à l'heure, le Covid. C'est essentiel, l'art? Ou c'est non essentiel? Vous savez que je pense que c'est un traumatisme. Alors, on n'ose plus employer ces termes-là. On est dans un monde où, en ce moment, mon Dieu, que de traumatisme. Ouais. Donc, prenez bien ce mot-là à sa juste mesure. Mais je vous assure que quand on a été fermé et qu'on a vu que Zara ouvrait avant nous, je crois que ça a laissé des traces profondes dont on ne se parle pas forcément. Il y a des gens qui ont abandonné le métier, beaucoup, parce qu'ils se sont dit « Ah ben, c'est pas essentiel. » Effectivement, pourquoi je m'embête? Des danseurs qui continuaient à s'entraîner, parce qu'il faut l'entraîner, le corps, tous les jours, de jour en jour, en attendant. Ah, et puis rien, et puis pas grave. Vous voyez, c'est un vrai traumatisme. Et donc l'art, c'est essentiel? Bah évidemment. Évidemment. La question, mais je vous assure, d'abord, de toute façon, il n'y a qu'à le voir, même dans toutes les civilisations. Il n'y a pas de civilisation sans art et sans culture. Il n'y en a pas. Que ce soit des dessins sur une grotte, que ce soit... c'est quand même... D'abord, l'homme naît avec une immense angoisse. C'est-à-dire, qui je suis, je vais mourir, je sais que je vais mourir. À ma connaissance, on est la seule espèce qui le sait. Qui le sait. Et qu'est-ce que je fais de cette angoisse? Donc, on cherche. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi il pleut? Pourquoi? Et ça, c'est des récits. C'est des fictions. C'est des histoires qu'on se raconte. C'est Dieu qui se met en colère. C'est toutes ces fictions-là, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient... spirituelles, quelle que soit la spiritualité. Absolument. Toute notre vie est faite de récits. Vous faites quoi, vous, face aux angoisses? Bah, je fais des pièces de théâtre, qu'est-ce que vous croyez?
mal, joli. On parlait tout à l'heure de la partie internationale, Brésil, Mexique, Chine, Cambodge, pour ne citer que cela. Qu'est-ce qui vous a amené à l'étranger? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas, ou si vous alliez chercher des choses? J'aime beaucoup considérer les choses comme n'allant jamais de soi. Je vous parlais du pourquoi tout à l'heure, c'est-à-dire de se dire, tiens, mais pourquoi on fait comme ça? Pourquoi on fait comme ça? Et la distance dans l'espace, se trouver dans une autre culture où les choses sont différentes, je trouve ça formidable. J'adore, vraiment. Et la particularité que j'ai eue assez tôt, maintenant c'est plus courant, mais c'est que quand je partais à l'étranger, je partais pas en tournée avec mes spectacles. J'allais faire des spectacles avec les acteurs sur place. Donc inutile de vous dire que sur les interrogations que ça peut poser, c'est énorme. Imaginez-vous par exemple diriger 18 acteurs chinois sur Don Juan, avec un interprète moyen, qui était surtout mon surveillant en chef, qui et parler de cette notion tellement importante dans Don Juan, qui est le ciel, le défi au ciel, la transcendance, cette espèce de provocation que fait Don Juan sans arrêt au ciel. Le ciel en Chine, c'est quelque chose qui est au-dessus de vos têtes, mais c'est pas autre chose. Donc, comment... voilà, mais c'est passionnant. Oui, complètement. Comment faire en sorte que ce soit interprété d'une certaine manière qui ne correspond pas forcément à leur imaginaire, ou en tout cas à leur façon de voir les choses. Vous avez été médaillée, qu'on peut dire ça, ou faites chevalière. Enfin, vous avez reçu la Légion d'honneur. Oui. Qu'est-ce que ça vous a fait? Alors d'abord, une immense surprise. Ouais. Parce que je crois que d'habitude, soit on la demande, soit quelqu'un la demande pour vous, mais vous le dit. Ouais. Or, j'ai reçu un coup de fil de ma sœur qui me dit félicitations. C'était le 2 janvier, je crois. Enfin, par là. Ouais. Je lui dis félicitations. Pourquoi? Elle me dit pour ta Légion d'honneur. Et je fais... t'as des blagues très bizarres. T'as quelques restes du Nouvel An et tu mets des blagues début janvier. Et elle m'a dit non, on va voir sur le journal officiel. C'est une grande surprise. Et vous savez que je ne sais toujours pas. De qui ça vient? Je ne sais pas. Mais non. Ah ouais? Je ne le sais pas. Et personne ne sait jamais le dénoncé, secret alors que quand on me l'a remise ici, ouais. J'ai fait un appel en disant si quelqu'un parmi vous l'a demandé pour moi, s'il vous plaît, dites-le moi. Eh ben non, je sais pas. C'est génial. On relance l'appel alors. On relance l'appel. Si dénoncez-vous. Non mais ouais, une immense fierté, j'imagine. Oui, et d'autant plus que je trouve que l'intitulé était très beau. C'était quoi l'intitulé? C'était, si vous voulez la raison, le motif de cette médaille, c'était pour mon action sur la démocratisation culturelle. C'est chouette ça. C'est chouette. Ouais, belle reconnaissance. J'avais vu et lu notamment qu'on disait de vous que vous étiez une femme engagée. Oui. Il y a quoi derrière cet engagement? Aujourd'hui, j'allais dire comme tout le monde, difficile à dire. Ah ouais? Non, enfin, je veux dire... je pense que quand on transmet quelque chose sur un plateau, alors il ne s'agit pas de transmettre un message politique direct, mais par contre, je pense que c'est parce qu'on n'est pas d'accord avec le monde tel qu'il va. Et que celui qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience, comme disait René Char. Je crois qu'il y a chez moi un besoin d'exprimer cette rage. Je suis très souvent en colère. Parce que j'ai l'impression que ce ne serait pas si compliqué de vivre mieux. Et que les choses qui font déraper sont des stupidités.
des stupidités de biens matériels, de je ne sais quoi, et que il suffirait de prendre un autre chemin qui nous rendrait plus heureux. Mon engagement, il est là. Et donc c'est un engagement pourquoi alors? Je parlais tout à l'heure des femmes, du genre. Oh bah ça, je me suis battue. Ouais, non mais quand même, Et quand je on le fait continue pas. à me battre. Non, bah écoutez, alors franchement, alors s'il y a une chose bête et simple à dénoncer, il suffit de regarder son journal et de regarder comment se règlent les problèmes du monde. Qui les Vous règle? voyez les photos, vous dites, oh, des hommes, des hommes, des hommes, des hommes. Ah, encore des hommes, encore des hommes, encore des hommes. Je m'amuse à compter dans l'IB, qui est pourtant pas un journal réac, hein, sur les photos des personnalités. Ah, un homme. Alors, maintenant, ils ont fait des progrès. Il y a une femme au milieu d'un homme en général. Ouais. Mais voilà, ça fait jamais que. Ah, une contre trois. Mhm. C'est aberrant, mais aberrant. Mais je pense que je sais pas, je vous parle du fait de vouloir regarder la terre de loin, ou en tout cas le pays de loin. À un moment, on va se dire, mais qu'est-ce que c'était que ce partage du monde? Mais comment ça se fait, tout simplement pour une petite différence anatomique, Mhm. parce que finalement, elle n'est pas si grande que ça, enfin, ça dépend chez qui. Mhm. Et ben voilà, alors toi, tu seras là, toi, tu seras là. Donc, alors ça, oui, me battre pour les femmes, oui, indiscutablement. Et vous savez que je n'ai pas toujours été consciente de ça. Même au début. Ah, au début, j'étais arc-boutée sur mon complexe de classe. Mhm. Ouais. Mais arc-boutée. Mhm. C'est-à-dire de me dire comment je dois me tenir, comment je parle, attention à ne pas avoir l'accent du midi, Ah enfin, ouais. tout ça, arc-bouté là-dessus. Donc, eh bien, j'allais dire que le problème des femmes m'est pas apparu immédiatement. Mais rassurez-vous, c'est venu assez vite. Et vous avez eu cette impression d'être un modèle? Je l'espère en tout cas. Ouais. Parce que je sais, il y a des femmes plus jeunes que moi qui viennent me le dire. Mhm. Qui viennent me dire que ça leur a servi de boussole, hein. Donc j'espère très fort. Et d'ailleurs, vous voyez, là où je quitte le CDN, il est en général de tradition que le directeur fasse une sorte de livret sur les 10 années qu'il a effectuées. Je ne voulais pas le faire. Et l'équipe m'a persuadée en disant, mais attends, les hommes le font tous, et les femmes ne le feraient pas. Et c'est ce qui m'a convaincue, parce que c'est vrai que dans le matrimoine, enfin, les femmes laissent moins de traces. Mhm. Elles ont peut-être moins ce désir d'éternité, j'en sais rien, mais elles ne laissent pas de traces. Et donc, j'ai accepté de le faire Mhm. pour retracer un peu mon parcours, pour dire, bah oui, c'est possible. C'est possible. Et il faut s'accrocher. Mhm. Et comment on fait pour faire évoluer les choses? Vigilante à chaque moment. Par exemple, si vous voulez ne jamais accepter de faire partie d'un jury qui n'est pas paritaire, ça a l'air de rien, hein, mais c'est dans les détails des choses. Quand vous avez dans un jury des propos qui vous semblent orientés par le genre de la personne interrogée, le faire remarquer. C'est pas forcément en colère, mais dire attention, est-ce que tu es sûr que tu serais aussi dur avec un homme que avec cette femme parce qu'elle a apparu un peu d'avoir du caractère? Est-ce que si c'était un homme, tu réagirais pareil? C'est à chaque moment. Je suis par exemple, non, je viens de finir, présidente de la commission théâtre au CNL. C'est effectivement demander des rapports chiffrés sur les dossiers qu'on accepte, Ouais. par exemple. Ouais. Et c'est être vigilante et vigilant. Oui. Aussi, je me permets. Absolument, mais non, mais heureusement qu'il n'y a pas que les femmes qui se battent pour les femmes. Je le suis, donc je me permets de le dire. Maintenant, dans les animations de table ronde, déjà, je demande qu'il y ait une parité, quel que soit le côté. Et je pense que maintenant, je vais refuser les tables rondes à animer avec que des hommes, en fonction du sujet, évidemment, mais quand même. Et pour la petite
blague entre guillemets, mais il n'y a pas très longtemps, j'ai vu sur les réseaux une photo tournée de CNews. Alors, bon, voilà, un média engagé mais pas du bon côté, d'une table ronde sur la ménopause. Il y avait 7 hommes autour du. C'est pas vrai. Si, ouais. Avec Pascal Praud. Bon, enfin voilà, bon, c'est un média. De merde, voilà, on peut le dire. En tout cas, je le dis. Oui, mais ça, les autres journaux devraient s'en emparer. Ouais, mais ceux qui s'en emparent, c'est pas des journaux classiques, on va dire. C'est plutôt, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux que certaines personnes s'en emparent, et tant mieux, il le faut. Oui, il le faut. C'est hallucinant d'avoir des hommes autour d'un plateau pour parler Quel de joli ménopause. exemple. Je trouvais ça. Donc on est encore malheureusement en 2023, encore en plein dedans. Il y a effectivement beaucoup de choses à faire. Nous parler un petit peu de l'école aussi et peut-être des personnes, des comédiennes et des comédiens qui viennent ici. Est-ce que parce que non, plusieurs choses. On peut avoir cette impression que c'est compliqué de vivre de cet art. Oui, c'est peut-être c'est une vrai. impression, alors non, c'est une réalité. Quel message vous auriez envie de faire passer aux comédiennes, aux comédiens qui ont cette passion-là, qui ont cette envie de se dire que je vais ne faire que du théâtre, sachant que ça reste difficile? J'ai envie de leur dire la vie est très courte, très très courte, et que je pense que c'est en train de changer d'ailleurs, hein, que cette notion de carrière, d'un emploi à vie, est en train de se transformer, et tant mieux. Je pense que si c'est une vraie passion, il faut à tout prix la pousser, y compris d'ailleurs, si jamais au début ça ne marche pas, de faire quelque chose à côté. Enfin, comme vous l'avez dit, je travaille beaucoup à l'étranger. Nous, on est très chanceux par rapport à l'art quand même. On est encore très chanceux. Encore. Oui, les ascédiques, les ascédiques, c'est quelque chose qui effectivement est très important pour passer d'une période à une autre, etc., pourvu que ça dure et que ça ne soit pas remis en question dans les prochaines négociations. Mais par exemple au Mexique, comédiens que je connais peuvent être chauffeurs de taxi, serveurs de restaurants, et il n'y a pas du tout d'idée de déclassement. Il y a l'idée, j'assume ma passion, et à côté, je suis obligée de payer mon loyer. Et puis, petit à petit, il y en a pour qui ça marche, il y en a qui... Et même, j'allais dire, même si à un moment, on abandonne, parce qu'on se dit, finalement, c'est trop compliqué, ça me demande... je trouve plus mon compte. Mais quelle expérience merveilleuse à garder. Dans le jour où on va mourir, on va se dire, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie que j'ai aimé? Il y a un très beau proverbe au Mexique qui dit qu'au moment de notre mort, seuls compteront les pas de danse qu'on aura dansés. Et voilà, il y a des pas de danse qui s'appellent le théâtre aussi. Ouais. Vous êtes contente de vos pas de danse à vous? Oui, j'ai failli mourir, vous savez, il y a 6 ans, je crois. J'ai eu une maladie, bref, les médecins ne trouvaient pas. Et à un moment, ils m'ont dit qu'il fallait penser à dire adieu. Et à ma grande surprise, parce que j'ai des parents qui sont morts beaucoup trop jeunes et très en colère. Très révoltés, dire non, pas maintenant. Et moi, je me suis dit, merde, ça a été le premier réflexe. J'aurais bien vécu plus longtemps, mais, quelle chance j'ai eue, quelle belle vie j'aurais eue. J'ai fait ce que j'avais envie de faire, j'ai été aimée par plein de gens, j'ai aimé plein de gens. Donc je partais relativement avec le sourire. Cela dit, quand on a trouvé le miracle de la cortisone et que je suis revenue à la vie, j'ai aimé aussi. Quand même. Du 7 au 17 novembre, vous l'avez dit, Le Rouge et le Noir, qui sera joué ici. Votre dernière pièce, en tout cas, en tant que directrice du TNBA. Vous nous en parlez un petit peu, vous en avez déjà un petit peu parlé. Pourquoi avoir choisi celle-ci aussi comme dernière? Vous le saviez, j'imagine, que ça allait être la dernière quand vous Non, pas choisi? du tout. Non, Non, parce que vous avez parlé du Covid tout à l'heure. Oui. J'aurais dû le faire à ce moment-là. D'accord, ok.
Et bon, pour toutes les raisons les que raisons vous qu'on connaissez, connaît, j'ai fait passer Herculine d'abord. Mhm. Mais c'était pas dans le timing, donc il n'y a pas eu J'imagine, de, comment dire, euh, d'idée de feu d'artifice final. Voilà, bah, on va le dire comme ça. Donc par contre, ça fait 3 ans, comme je vous disais, que je suis sur l'adaptation, parce que c'est évidemment un roman énorme et qu'il ne s'agit pas de rendre compte de tout. Ouais. Et je suis surtout connue, moi, pour mettre en scène des textes contemporains, j'allais dire à 98%. Mhm. C'est mon intérêt. Mais j'avais fait ici Lorenzaccio, qui est exactement de la même période. Mhm. Et c'est une période qui m'intéresse. Je vous parlais de l'éloignement pour mieux comprendre, pour Le monde mieux et, relativiser les choses, essayer de nous comprendre et de se comprendre. L'éloignement dans le temps, c'est aussi une manière de prendre ses distances. Et il se trouve que cette période est une période de désillusion. Mhm. Et que Stendhal a écrit Le Rouge et le Noir à partir d'un fait divers, hein, affaire sensible, on va dire, à partir d'un fait divers d'un jeune homme qui a tué sa maîtresse, non, qui l'a blessé, et qui a été décapité alors qu'il n'avait que blessé. Mhm. Et Stendhal prend cet exemple-là pour parler de toute cette génération de jeunes gens qui ont cru que Napoléon leur ouvrait les portes d'une réussite qui n'était pas possible avant de par leur classe sociale. Mhm. C'est-à-dire qu'avant, si vous étiez riche et noble, tout allait bien. Et Napoléon, avec son armée, en faisant monter des jeunes dans la hiérarchie militaire, etc., a donné un espoir fou Mhm. à cette classe de jeunes gens. Et puis bon, poum, chute de Napoléon, et revenir au pouvoir, l'Église avec tout ce que ça avait de plus épouvantable, et les Bourbons, Mhm. c'est une désillusion terrible. Mhm. C'est ce que raconte Lorenzaccio, même si il prend comme référence une époque autre, mais Ouais. écrit dans cette période-là. Mhm. Et là, c'est la même chose sur Le Rouge et le Noir, c'est-à-dire effectivement ce jeune homme pauvre, c'est un peu comme un poil de carotte au début, hein. Son père l'empêche de lire parce que son père ne sait pas lire lui-même et qu'il est pas assez costaud pour travailler à la scierie, il se fait frapper, et puis avec acharnement il apprend le latin, Mhm. et petit à petit il va gravir sur les échelons jusqu'au sommet, puis jusqu'à la guillotine. Et donc, il faut venir entre le 7 et le 17 novembre, évidemment, pour découvrir cela. Comment on fait pour... on arrive tranquillement à la fin de cet épisode. Comment on fait pour prendre du recul là, vous l'avez fait plusieurs fois le geste et vous l'avez dit évidemment, mais sur le monde, qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui de prendre du recul et bon, j'ai envie de dire aussi, je reviens sur cet espoir, hein, garder espoir par rapport à tout ce qui peut se passer de pas génial aujourd'hui. Moi je suis très à l'affût des belles expériences. Mhm. Dès que j'entends l'idée, je sais pas, par exemple à Marseille, où j'ai vécu 15 ans, c'est une ville à laquelle je suis attachée. Mhm. Quand j'entends dire que, au milieu de toute cette violence, un McDo a été repris par les employés qui font des hamburgers pas chers, etc., etc., je me dis, mais il y a plein d'expériences comme ça, et il suffirait de les mettre bout à bout. Enfin, il suffirait. Oui, bah non, mais c'est... Hein, moi, j'aime beaucoup Edgar Morin, entre autres un livre qui maintenant n'est pas récent, La Voix, VOIE, qui doit dater d'il y a bien 15 ans, je dirais, Mhm. où il dit que si on regarde objectivement, on additionne bilan climatique, bilan sur la menace nucléaire, etc., etc. On fait l'addition de tous les savoirs qu'on a là-dessus, Mhm. et mathématiquement, scientifiquement, nous courons la catastrophe. Mais, il dit, il y a des hasards,
Il y a, par exemple, il cite l'exemple de la guerre qui a été gagnée en fait grâce à un hiver rigolo, enfin des choses comme ça. De se dire que pour l'instant, il y a des petits ruisseaux. Il y a beaucoup de petits ruisseaux. Et que si, par un détournement, on arrivait à ce que ces ruisseaux se réunissent, ça peut changer le cours des choses. Et ce qui est très beau, c'est qu'il dit nous n'avons plus le temps de la révolution. Parce que la révolution implique la table rase. Et on ne peut pas tout remettre à zéro. Par contre, il fait l'éloge de la transformation, de la métamorphose, en disant, par exemple, les cellules d'une chenille sont les mêmes que celles du papillon. À un moment, elles sont sur un autre but, mais c'est les mêmes. Voilà mon espoir. Transformer la chenille en papillon. Ouais. C'est pas mal comme espoir. Chouette, j'essaie de me souvenir, je crois que j'avais une dernière question, mais c'est pas grave. Dans les dernières questions que je pose à tous les invités de ce podcast, est-ce que l'avant-dernière, est-ce que vous aurez des conseils à donner à celles et ceux qui ont une envie, une passion, une petite voix dans leur tête? Vous l'avez déjà un petit peu dit par moment, mais Je l'ai déjà un peu évoqué, mais je voulais leur dire que, je voudrais dire que la réussite chez les autres paraît toujours très facile et du coup peut pousser au renoncement. Moi, je leur dis toujours, il faut s'accrocher comme des dingues. Par exemple, quand j'ai décidé que je voulais faire ma thèse sur Antoine Vitez et donc travailler avec lui pour voir son travail, je l'ai harcelé. Mais vraiment, je n'ai pas honte de le dire. J'étais décidée, je ne l'ai pas fait, mais j'étais décidée à dormir sur son palier. J'ai fait intervenir la terre entière. On m'a dit, ça n'est pas possible, il a trop de monde, il y a plein de stagiaires étrangers, je fais intervenir, mais la terre entière. Donc, ne croyez pas que ce soit facile. Et par exemple, Antoine Vitez, qui maintenant est quelqu'un de sacralisé par la mémoire du théâtre. Quand il a voulu faire la cour d'honneur à Avignon, le maire de l'époque lui a fait passer une audition qu'il a ratée. Donc, il y a des échecs. En général, les gens ne les racontent pas. C'était quoi vos échecs? Qu'est-ce que c'est mes échecs? Oh bah il y en a plein. Il y en a plein. Entre autres, je suis par exemple très très chagrine d'être passée à une époque un peu trop tôt pour certaines choses, ce qui fait que par exemple j'ai jamais fait officiellement le Festival d'Avignon. Ok. Ah ouais. Ça c'est un échec. Ouais. Ça aurait été chouette. Dernière question de ce podcast, qu'est-ce qui vous anime au quotidien? Encore et toujours ma passion du théâtre, ce qui peut être lourd pour les gens qui vivent avec moi, entre autres mon compagnon. Je le trouve très patient parce que c'est vraiment de l'obsession totale. À ce point-là? Oui, je crois. Ouais. Oui, c'est presque maladif. Je ne sais pas s'il m'entend parler d'autre chose. C'est un petit peu quand même, mais heureusement il est dans le métier aussi, parce que sinon je ne sais pas ce que ça donnerait. Catherine, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour cet échange. Et donc je invite tout le monde à venir du 7 au 17 à minima, parce que le théâtre continuera de tourner, bien évidemment. À bientôt. À bientôt. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Ravi d'avoir échangé avec Catherine, une metteuse en scène inspirante et passionnée, avec un parcours qu'elle s'est forgé au fil des années. Je vous invite à aller découvrir sa nouvelle pièce, parce qu'elle a l'air vraiment canon. Si cet épisode vous a plu, je vous invite maintenant à le partager autour de vous. Le Pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous, alors que ce soit en commentant sur LinkedIn, en partageant une story sur Instagram ou en parlant dans la journée autour de vous. Cela aide grandement le Pompon à inspirer un maximum de monde. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Pompon et surtout, d'ici là, allez au théâtre et prenez soin de vous. À très vite.